On y trouve des gens à l'aise et des gens défavorisés. Au milieu des années 1980, les quartiers aisés de la capitale de la Virginie sont loin des quartiers en proie à des troubles. Richmond était une petite ville du Sud plutôt paisible. Les seuls crimes dont on entendait parler étaient commis par des gangs dans des secteurs de la ville qu'on croyait fréquentés exclusivement par des voyous et des criminels. Le quartier paisible de Southside semble être très sécuritaire. Il y a beaucoup de vieilles maisons, de belles grandes maisons en briques. C'est un beau quartier. Pourtant, en septembre 1987, Ray Williams, un enquêteur de Richmond, reçoit un appel qui va ébranler ce quartier si paisible. Un samedi à 10 h, on a reçu un appel pour une mort suspecte, une strangulation. Quand quelqu'un meurt par strangulation, l'auteur du crime est souvent quelqu'un que la victime connaissait. C'est un meurtre à caractère très personnel. C'était évident qu'il fallait commencer par ses proches et ses petits amis. En entrant dans l'appartement de la victime au rez-de-chaussée, l'enquêteur comprend vite qu'il se trompait. J'ai tout de suite constaté que je n'avais jamais vu ce genre d'agression. C'était un meurtre vraiment très spécial. Certains éléments ressortaient et nous portaient à croire qu'il y avait eu un genre de rituel. Elle était étendue sur le ventre, le haut du torse sorti du lit. Elle avait les mains liées avec un lacet de soulier. Il l'avait attachée de telle sorte que si on tirait sur le lacet, il se resserrait. Elle avait 2 bas autour du cou et un tuyau d'aspirateur de 40 cm coincé à l'intérieur. La victime avait subi une agression sexuelle et l'agresseur l'avait rhabillée. Il y avait une grande quantité de liquide séminal non contaminé. Ça semblait évident que l'agresseur s'était masturbé. La victime de cette atroce agression est Debbie Davis, une commis comptable de 35 ans. Debbie était mon aide comptable. Elle vivait seule. Elle était divorcée après un mariage plutôt bref. Elle était chaleureuse et très gentille. Ray Williams et Glenn Williams sont venus chez moi pour me dire qu'elle avait été tuée la nuit précédente. J'ai failli m'évanouir. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une telle chose puisse arriver à une de mes amies. C'était une femme adorable qui n'avait pas le moindre ennemi. Déroutés par ce meurtre sans mobile apparent, les enquêteurs tentent de reconstituer les déplacements du meurtrier. On a fait le tour, on a regardé partout, sous les buissons. Ils découvrent vite par où l'intrus est entré. On a aperçu une berceuse sous une fenêtre de la cuisine. Il l'avait placée là. Il avait coupé la moustiquaire et il était entré par la fenêtre. Je me suis dit que ça devait être quelqu'un de très agile et de très fort. Vous voyez, je suis debout et le siège de la berceuse ne devait pas être plus haut que ça. Il fallait qu'il soit assez fort pour se hisser jusqu'à la fenêtre et se glisser à l'intérieur. Je me suis dit qu'il devait être tout un athlète s'il était assez fort pour faire ça. Sans doute qu'il est entré et après, il a attendu qu'elle arrive. Le meurtrier a eu amplement le temps de préparer son agression. Il a utilisé des choses qu'il a trouvées sur place. Il n'avait rien apporté. L'usage d'un garrot artisanal indique qu'il s'agit d'un tueur particulièrement sadique. Il l'a violée, puis étranglée en serrant et en desserrant pour qu'elle reprenne connaissance, et il a recommencé à plusieurs reprises. C'était un meurtre extrêmement violent. Quand on a connu les détails, quand on a su exactement comment il l'avait tué, on était révoltés. C'était vraiment affreux. Atroce. Il l'a torturée. Il l'a étranglée, torturée, et il l'a regardée mourir.
comme s'il avait écrasé un petit oiseau. C'est ce qu'il a fait. En analysant la scène de crime, les enquêteurs comprennent vite qu'ils ont affaire à un tueur très méticuleux. Il n'y avait rien sur la scène de crime. Pas de cheveux, ni de poils, pas de fibres, aucune preuve physique. Il n'y avait aucun témoin, personne ne parlait. Les policiers ne savaient absolument pas quel pouvait être le lien entre le tueur et la victime. D'habitude, les enquêteurs le découvrent très vite. Cette fois, ce n'était pas le cas. Il fallait qu'il soit vraiment très audacieux pour entrer et lui faire ce qu'il lui a fait quand il y avait des gens dans la pièce à côté. Personne ne l'a entendu. Ce meurtre extrêmement violent ébranle les résidents de Southside et le tueur s'apprête déjà à les terroriser de plus belle. En septembre 1987, les gens de Southside à Richmond en Virginie sont terrorisés après un meurtre abominable commis dans leur quartier. Étranglée dans sa maison, Debbie Davis, une jeune femme de 35 ans, a connu une longue agonie. La police peine à trouver des pistes. 2 semaines plus tard, l'enquêteur Ray Williams doit de nouveau se rendre dans le paisible quartier de Southside. C'est un quartier tranquille, où on entend les oiseaux chanter. Un quartier bourgeois, avec de belles maisons et très peu de criminalité. Il n'y avait presque pas de cambriolage ni de vol dans les rues. À première vue, on ne peut pas vraiment se douter de ce qui s'est passé chez la docteure Susan Hillam. Il n'y avait pas eu d'effraction. Je suis allé au fond, jusqu'à la cuisine, et j'ai vu que tout était en ordre. Les policiers répondent à l'appel du mari de la docteure Hillam qui a fait une horrible découverte en rentrant chez lui en fin de soirée. Je suis monté à l'étage et j'ai vu le lit défait, les draps en désordre, et j'ai vu aussi que les portes persiennes du placard étaient ouvertes. Puis, j'ai vu ses hanches et ses jambes qui sortaient du placard. La docteure Susan Hallam était neurochirurgienne à l'hôpital universitaire de la Virginie. Elle avait subi une agression sexuelle identique à celle subie par Debbie Davis. Et en plus, elle avait été sauvagement battue. C'était un meurtrier très spécial. Il était vraiment unique en son genre. Il était évident que le meurtrier l'avait surprise. Il était entré dans la maison par une fenêtre ouverte. Le meurtrier a fait preuve d'une agilité remarquable. Il a grimpé sur une clôture et il s'est hissé au 2e étage. Il a coupé la moustiquaire et il s'est glissé dans la maison. Il s'est sans doute caché dans le placard quand elle est arrivée. Il a laissé enlever ses boucles d'oreilles et sa montre et les déposer sur la table, puis il l'a attaqué. C'est l'un des meurtres les plus violents que j'ai jamais vus. Tout comme pour le meurtre de Debbie Davis 2 semaines plus tôt, l'intrus a été extrêmement méticuleux. Il n'y avait rien. Pas d'empreinte digitale, pas de cheveux, ni de poils. Rien qui puisse permettre d'identifier le meurtrier. Ils ont seulement trouvé des sécrétions séminales. Les enquêteurs sont horrifiés quand ils découvrent que le tueur sadique s'est servi d'un garrot artisanal. En voyant les pétéchis qu'elle avait dans les yeux, le médecin légiste a laissé entendre que la strangulation avait duré jusqu'à 20 minutes ou même plus. Il avait serré le garrot pour la faire suffoquer, puis il l'avait desserré pour qu'elle revienne à elle. Et il avait recommencé à plusieurs reprises. Pour un tueur sadique, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir le plein contrôle sur sa victime. La faire mourir lentement et la faire souffrir en lui faisant savoir qu'il a le contrôle total sur sa vie, c'est ça qui l'excite. Il va essayer de prolonger son agonie au maximum pour satisfaire ses pulsions. Devant le sadisme dont a fait preuve le meurtrier lors des 2 meurtres de Southside, les policiers en arrivent à une effrayante conclusion. À cette étape de l'enquête, on savait déjà qu'il y avait une forme de rituel. Les 2 scènes de crime présentaient des détails identiques. On savait qu'on avait affaire à un seul tueur.
J'ai dit que c'était le même salaud qui avait tué Debbie Davis, et la panique s'est emparée de la ville. Quand on a su qu'il s'agissait d'un tueur en série, tout a changé à Richmond, immédiatement. On marchait sur Forest Hills Avenue et on voyait que toutes les lumières étaient allumées. Il n'y avait plus une seule serrure à peine dormant, ni même une seule serrure dans aucune quincaillerie. Quelqu'un est venu parler aux femmes et leur a dit « Si vous avez peur, clouez vos fenêtres pour qu'elles restent fermées. » Tout le monde était terrorisé. La tension monte et la police fait appel au FBI pour obtenir un profil du tueur qu'on surnomme maintenant l'étrangleur de Southside. On croyait, assez naïvement, qu'on devait chercher un homme blanc d'environ 30 ans. Un homme intelligent, solitaire, qui ne parlait pas de ses crimes et qui rôdait dans la nuit. On ne savait pas s'il avait des antécédents, que ce soit en Virginie ou ailleurs aux États-Unis, mais on savait que ce n'était sûrement pas un débutant. L'auteur de ces meurtres avait de l'expérience. La police poursuit son enquête et trouve enfin un indice, un lien entre les victimes. Debbie Davis travaillait dans une librairie d'un centre commercial. On a épluché tous les dossiers et on a découvert que la docteure Susan Hallam avait acheté des livres à cette librairie et avait fait un chèque à Debbie Davis pour l'achat de livres dans cette boutique. Les deux victimes ont fréquenté le centre commercial Cloverleaf, dans le comté voisin de Chesterfield. Partout ici, il y avait des boutiques. Les gens se garaient, ils entraient dans le centre commercial et ils trouvaient un tas de boutiques. Le populaire centre commercial est souvent bondé. Dans la foule, un homme solitaire passe inaperçu. Timothy Spencer a 25 ans et peu de gens le connaissent dans la région. Il est à plus de 150 km de chez lui puisqu'il vit à Arlington en Virginie, une paisible banlieue de Washington, D.C. Arlington est considéré comme une banlieue dortoir. C'est presque entièrement résidentiel. Il y a des quartiers plus dangereux que d'autres, comme dans toutes les banlieues des grandes agglomérations métropolitaines. Né en 1962, Timothy Spencer a grandi dans le quartier de Green Valley. Il y a de petits cul-de-sac un peu partout ici. Je dirais que c'est un quartier à faible revenu. Mais dans certaines parties du quartier, il y a de très bons travailleurs qui sont là depuis des années. Sa mère et son père avaient fait des études universitaires. Ils travaillaient tous les deux et à un certain moment, ils se sont divorcés. La mère de Spencer est très occupée, puisqu'elle élève seule ses deux fils. Ma mère était la meilleure mère du monde. On ne manquait jamais de rien. Et elle passait du temps avec nous. On avait toujours un repas sur la table. Une bonne structure familiale. En tant qu'aîné, Timothy protège tout naturellement son petit frère. Une année, à Noël, j'avais eu une bicyclette orange avec des roues d'entraînement. On était sortis dans la rue et il m'avait dit que la première chose à faire, c'était d'enlever les roues d'entraînement. J'ai roulé pendant environ 5 heures et Timothy est resté derrière moi, la main sur le siège pour me guider. C'est drôle parce que je suis entré dans une voiture. Boum! Il m'a dit de ne pas me retourner pour le regarder et de toujours garder les yeux sur la route. C'est un frère très affectueux. Bien que très réservé, Spencer se fait remarquer dans le quartier. Il était superbe. Mon frère était d'une beauté remarquable, à tel point que les gens criaient quand ils le voyaient. Avec ses yeux noisettes, il était unique en son genre. Ses yeux changeaient de couleur selon le temps qu'il faisait. Il était toujours silencieux avec les autres.
Mais quand on était ensemble, lui et moi, on se parlait comme des frères. On riait, on se disait des tas de choses. C'était mon grand frère. Les gens qui se distinguent par leur grande beauté ou parce qu'ils ont quelque chose d'unique ont souvent des traitements de faveur. Les gens les traitent comme des êtres spéciaux. Ils en viennent à croire qu'ils ont droit à ce genre de traitement. Et si en plus ils sont narcissiques, ils peuvent se fâcher s'ils ne sont pas traités avec autant d'égard. Spencer fait beaucoup d'efforts pour se conformer à ce qu'on attend de lui, mais son comportement se dégrade pendant ses années d'école. C'était un mauvais élève. Il était difficile. Il était sans doute intelligent, mais il faisait très peu d'efforts à l'école. Puis, vers l'âge de 12 ans, il s'est mis à uriner et à déféquer dans des espaces publics de l'école. Les comportements rebelles de Timothy ne se limitent pas à de simples farces d'écoliers. Ils causent aussi des incendies. C'est plus haut, près des cul-de-sac. C'est là qu'il a brûlé une voiture. Provoquer un incendie peut procurer une certaine impression de contrôle à ce genre d'individu. Une impression de pouvoir et de domination. Avec une seule allumette, ils peuvent faire brûler un immeuble ou mettre le feu à une voiture. C'est le genre de contrôle et de pouvoir que ces individus trouvent très stimulant. 13 ans plus tard, le quartier Southside de Richmond est terrorisé après 2 meurtres sadiques par strangulation. Et juste à l'extérieur des limites de la ville, le tueur s'apprête à frapper de nouveau. Diane Cho était une jeune fille de 15 ans qui vivait dans le comté de Chesterfield. L'adolescente est une très bonne élève qui rêve de faire des études en médecine. Le 21 novembre, elle termine sa journée de travail à l'ordinateur dans sa chambre. Ça s'est passé un samedi. J'ai reçu un appel de Chesterfield. On m'a demandé d'y aller parce qu'une jeune fille de 15 ans avait été étranglée et ligotée comme nos victimes. En arrivant à l'appartement des Cho, l'enquêteur de Richmond est renversé par l'audace du meurtrier. Le frère de Diane était dans la chambre voisine et ses parents étaient là. Il est entré, il l'a bâillonnée et ligotée avec du ruban à conduit. Il l'a violée et il l'a étranglée dans sa chambre. L'agile meurtrier a frappé en pleine nuit. Il est entré par une fenêtre, tout comme lors de ses meurtres précédents. Il a passé un bon moment avec elle dans la chambre. Il n'a jamais fait assez de bruit pour réveiller ses parents qui étaient dans la maison. Elle avait un drap sur elle qui lui couvrait les parties intimes. Les meurtriers qui placent leurs victimes d'une certaine façon tentent de créer une scène de crime qui fera sensation. Ils veulent que leur crime ait un aspect spectaculaire et qu'on en parle. Ça leur procure un sentiment de puissance quand ils y repensent. D'après les meurtres précédents, le FBI a établi selon les statistiques que le meurtrier était probablement de race blanche. Puis, sur la scène de crime, on découvre un élément qui va tout changer. Il avait laissé un seul cheveu dans le drap, sur le lit. Ils ont prélevé le cheveu et ils ont dit qu'il provenait sans doute d'une personne de race noire. Ayant enfin une piste à suivre, les enquêteurs se mettent au travail sans se douter que le tueur s'apprête à frapper de nouveau. À l'automne 1987, la ville prospère de Richmond, en Virginie, est la proie d'un tueur en série. L'étrangleur de Southside a semé la terreur dans la capitale de l'État, en tuant 3 femmes de façon très sadique. Pour tout élément de preuve, on n'a trouvé que du liquide séminal sur les scènes de crime. Les enquêteurs ont trouvé un lien entre les victimes. Elles ont toutes fréquenté le populaire centre commercial Cloverleaf. Diane Cho habitait tout près d'ici. Debbie Davis travaillait à la librairie et Susan Hallam faisait souvent des achats ici. Le centre commercial Cloverleaf est aussi un lieu que fréquente régulièrement Timothy Spencer, un jeune homme solitaire de 25 ans qui aime flâner et réfléchir en regardant passer les gens. Il avait eu beaucoup d'ennuis de toutes sortes depuis l'âge de 9 ans.
Très jeune, il était délinquant, et il l'est resté. Travis Spencer raconte comment le comportement de son frère aîné s'est dégradé dans les rues de sa ville natale d'Arlington. Il y avait quelques voyous qui terrorisaient le quartier, et il était l'un d'entre eux. Si le vol était un sport, il aurait été champion. Si vous me disiez qu'il vous a volé vos enjoliveurs, je vous croirais. Je vous croirais même si vous me disiez qu'il vous a volé vos sourcils. Ma seule expérience précédente avec lui remontait à un cambriolage qu'il avait fait quand il était mineur. On avait dû demander la permission à sa mère pour prendre ses empreintes digitales. Je croyais qu'il fallait que je fasse comme lui pour me faire accepter. Avec un ami, je suis entré dans un magasin et on a volé des bonbons. Le type a contourné le comptoir en criant « Au voleur !» La police est venue et un agent nous a fait monter à l'arrière. En arrivant chez nous, quand ma mère m'a vu à la porte, elle a changé d'expression et elle a dit « Non !» Je croyais que mon frère serait fier de moi et que ça nous rapprocherait. Au contraire, il m'a dit l'air très sérieux de ne plus jamais voler et de ne pas être comme lui, d'être meilleur que lui. À l'approche de la vingtaine, Timothy Spencer poursuit sa carrière de criminel. Et les conséquences seront très graves. Le cambriolage pour lequel il est allé en prison a eu lieu pas très loin d'ici, dans le sud d'Arlington, tout près de la limite de la ville d'Alexandria. Il est entré par effraction dans une maison et il s'est fait pincer à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est allé en prison. La prison, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je pleurais tout le temps quand j'allais le voir, parce que je ne comprenais pas pourquoi il était derrière les barreaux. En vieillissant, j'ai appris à différencier le bien du mal, et aussi que si on fait du mal, c'est là qu'on va. Une fois en prison, c'est de deux choses l'une. Ou bien on devient meilleur, ou bien on va du mauvais côté. Timothy Spencer est libéré en septembre 1987, après 3 ans de prison. On l'envoie dans une maison de transition, à 150 km d'Arlington, dans le quartier Southside de Richmond. Sa chambre se trouvait à l'étage, du côté gauche. C'est une maison de transition pour délinquants non violents. Quand ils ne sont pas violents, il les envoie ici et il reste un certain temps pour se réinsérer dans la société. Spencer s'installe dans son nouvel environnement en gardant à distance les membres du personnel et tous les résidents. C'était un solitaire. Il ne parlait à personne et il n'avait pas d'amis. Il mangeait au bout de la table sans dire un mot. Pour regarder la télé, il s'assoyait à l'autre bout de la pièce. Spencer entretient toutefois une relation avec une des employées. Il obtient certains privilèges en entretenant sa voiture. Il parlait seulement à cette femme. Il réparait sa voiture pour pouvoir la conduire. Spencer roule dans les rues du quartier et se rend au centre commercial Cloverleaf dans le comté voisin de Chesterfield, revenant quand il fait encore jour, selon ses dires. Dans une maison de transition, les pensionnaires peuvent aller travailler et doivent rentrer le soir. Ils ne peuvent pas passer la nuit dehors. Spencer n'obéit pas au règlement. Leurs allées et venues sont censées être surveillées, mais cette maison n'était pas très bien tenue. Timothy Spencer continue de rôder dans les rues comme il le veut. Les gens de Richmond sont toujours terrifiés par l'étrangleur de Southside. Mais à 150 km au nord, la ville d'Arlington semble être hors de la portée du tueur sadique. On est dans la partie sud d'Arlington, dans un joli quartier très paisible. C'est tout près de Washington. Je crois que Richard Nixon y a habité à une certaine époque, avant d'être président. C'est un endroit très agréable, où il y a très peu de criminalité. À la fin novembre, les résidents de cette jolie banlieue s'apprêtent à célébrer la fête de Thanksgiving. Et la directrice de publication Susan Tucker ne fait pas exception.
Susan était une jeune professionnelle, toute menue et plutôt discrète. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle était douce et très réservée. Elle aimait tout le monde. Elle n'avait pas d'ennemis. Elle était seule chez elle. Son mari était en voyage d'affaires. À la fin du week-end de Thanksgiving, les enquêteurs d'Arlington reçoivent un appel et doivent se rendre chez Susan, dans le quartier de Fairlington. Joe Orgus et moi, on n'était pas en service au moment de l'appel. À l'extérieur, les policiers m'ont montré par où ils croyaient qu'il était entré. C'était une fenêtre du sous-sol. Sous les balcons en métal, il y avait une petite fenêtre qui servait à la ventilation de la salle de lavage ou d'une partie du sous-sol. En montant l'escalier, j'ai vu que tout était en désordre. Au pied de l'escalier, il y avait un sac à main dont le contenu était éparpillé tout autour. Les enquêteurs montent à l'étage où ils trouvent une scène de crime qu'ils n'oublieront jamais. Susan Tucker était nue. Elle était étendue sur le lit, les mains liées dans le dos. Elle avait une corde qui allait de ses mains et ses pieds à son cou. Elle est morte de strangulation par ligature. Le corps de Susan Tucker a été trouvé plusieurs jours après son décès, ce qui ajoutait au caractère déplaisant de la scène. C'était une scène de crime vraiment atroce. Ce dont je me souviens le plus, c'est l'horrible odeur dans la maison. Sur cette scène de crime sordide, on trouve un autre élément très étrange. Il y avait une grande quantité de sperme sur le lit, sur la couverture. C'était vraiment exceptionnel. On s'est dit que pendant qu'il la tuait, probablement qu'il se masturbait. Il n'y a pas de témoins, mais l'aspect sadique de la méthode de strangulation rappelle aux enquêteurs un meurtre commis il y a quelque temps. Comme il y avait très peu d'homicides à Arlington et très peu d'homicides de ce genre, dès qu'ils ont vu la façon dont le corps était placé avec les cordes, ils ont tout de suite pensé à un meurtre qui avait eu lieu 3 ans plus tôt, celui de Carolyn Hamm. Un homme de la région purgeait une peine de prison pour le meurtre de Carolyn. Les similitudes entre les deux meurtres étaient si grandes que les enquêteurs se sont demandé si c'était bien le coupable qui était en prison. Carolyn Hamm avait une corde autour du cou qui passait par-dessus un tuyau et qui descendait jusqu'au pare-choc d'une voiture. Elle avait aussi les mains liées dans le dos. Les enquêteurs se souviennent aussi d'une série d'agressions sexuelles non résolues, présentant certains aspects sadiques identiques à se trouver lors des meurtres de Carolyn Hamm et de Susan Tucker. Je savais qu'un violeur sévissait dans la région et qu'il entrait dans les appartements. On l'appelait le violeur noir masqué. Il était très prolifique. Il entrait dans une maison avec ses cordes et il attendait que la femme rentre à la maison. C'est l'une des choses les plus terrifiantes qu'on puisse imaginer. J'ai appelé le service de profilage du FBI. Ils nous ont dit qu'il y avait de fortes chances que le violeur noir soit notre meurtrier. Et ils m'ont donné d'importantes informations à l'effet que lors du premier viol, le violeur avait transporté la jeune fille d'un secteur à un autre. Il y avait de fortes chances que le suspect habite ce secteur parce qu'il l'aurait transportée à un endroit où il se sentait à l'aise. Ils agissent à l'intérieur de leur zone de confort pour tenter de commettre leurs crimes sans se faire pincer. Ils connaissent les rues, les voitures de police et toutes sortes de détails concernant les immeubles dans lesquels ils projettent d'entrer. Ils peuvent ainsi mieux observer la personne qu'ils suivent et qui semble être vulnérable. Il y a un genre de zone tampon entourant de près leur maison ou leur lieu d'affaires. Les enquêteurs d'Arlington écartent des suspects potentiels.
Et la liste est beaucoup moins longue. Il y en avait un qui m'avait embêté 5 ou 6 ans plus tôt. C'était un cambrioleur. Tout à coup, je me suis souvenu du prénom, Timmy, et ensuite de Timmy Spencer. Le criminel professionnel de 25 ans a grandi à Arlington, dans le quartier de Green Valley. La maison de sa famille est située tout près du lieu où a été commis le premier viol, en 1983. Les enquêteurs apprennent aussi que l'homme de 25 ans, originaire d'Arlington, vient d'être libéré de prison. On a appelé son agent de libération conditionnelle et on a appris qu'il était dans une maison de transition à Richmond. Bien entendu, on a travaillé avec la police d'Arlington pour arriver à tout reconstituer. On a rencontré l'enquêteur Ray Williams. Il devient vite évident que Spencer pourrait être l'auteur de beaucoup plus de crimes que la série de viols et le meurtre de Carolyn Hamm. Les enquêteurs d'Arlington et de Richmond découvrent de troublantes similitudes avec les meurtres plus récents commis dans les deux districts. Ils vérifient aussi les déplacements de Timothy Spencer. On a vu dans le registre des sorties de la maison de transition que chaque fois qu'il y avait eu un meurtre, il était sorti. Il était sorti chaque fois qu'il y avait eu un meurtre à Richmond. Et en plus, il avait obtenu la permission d'aller à Arlington pour le Thanksgiving. C'est le week-end où Susan Tucker a été tuée. En fouillant dans le passé de Spencer, les enquêteurs découvrent un type de comportement très inquiétant. Le grand incident qui a refait surface pendant le profilage du FBI était l'incendie criminel. Tout nous indiquait qu'il avait effectué une transition vers une escalade dans le crime. Il a commencé par entrer dans des maisons, puis il entrait et il déféquait, et c'est devenu de plus en plus grave. Il lui est arrivé plusieurs fois de voler des choses dans une maison, puis d'aller à côté et d'attendre qu'une femme arrive. Souvent, avant de devenir des agresseurs sexuels, ils commencent par des cambriolages sexuels. C'est un genre d'expérience permettant de voir jusqu'où ils peuvent aller sans se faire pincer. S'ils y prennent du plaisir, ils vont aller plus loin et s'en prendre à des personnes. D'habitude, ils commencent par les molester ou les violer. Puis, ça peut mener à la torture sexuelle ou au meurtre. Ayant obtenu un portrait plus précis de leur suspect, les policiers décident d'appréhender Spencer. On était devant la maison de transition quand il est arrivé. On est entré, on l'a menotté et on l'a emmené au quartier général. Je l'ai interrogé pendant 12 heures et il n'a jamais rien avoué. Il ne comprenait pas. Il parlait bien, il se servait très peu du jargon de la rue. À certains moments, je me suis demandé si on avait arrêté la bonne personne. Mais on était presque certain que c'était le cas. Les crimes atroces ont été perpétrés par un tueur prudent et calculateur. Les policiers n'ont que de minces preuves circonstancielles et craignent que Spencer puisse s'en sortir. À la suite d'une série de meurtres sadiques à caractère sexuel commis en Virginie, les policiers d'Arlington et de Richmond conjuguent leurs efforts pour arrêter Timothy Spencer dans une maison de transition. Au départ, les enquêteurs n'ont que des preuves circonstancielles, mais grâce à de récentes avancées en sciences judiciaires, ils disposent d'un tout nouvel outil. À ma connaissance, c'est une enquête historique parce qu'il s'agit du premier meurtre jamais résolu grâce à l'ADN. Les policiers ont affaire à un meurtrier méticuleux, mais ils espèrent que le profil génétique de Spencer sera identique à celui obtenu à partir du sperme prélevé sur les scènes de crime. On l'a immédiatement arrêté et on a pris un échantillon d'ADN. Ensuite, tout le monde a retenu son souffle en attendant les résultats. À l'époque, on attendait plusieurs semaines avant de recevoir les résultats. S'il n'y avait pas concordance et que le meurtrier n'était pas Timothy Spencer, on allait tous être dans le pétrin. C'était lui.
L'ADN trouvé sur la scène de crime d'Arlington et sur 2 des 3 scènes de crime de Richmond était bel et bien celui de Spencer. On avait des preuves génétiques pour 3 des meurtres. On tenait le meurtrier. Maintenant, il fallait convaincre le jury. Les enquêteurs continuent de monter le dossier. Ils observent les déplacements de Spencer au centre commercial Cloverleaf, un endroit qu'avaient fréquenté 3 de ses victimes. Il s'assoyait pendant des heures au milieu du centre commercial et il observait les femmes. Il restait assis et il les regardait passer. Il n'achetait jamais rien. Il était comme un caméléon. Il se fondait dans le décor et ne causait jamais de problème. C'était évident qu'il choisissait très méticuleusement ses victimes. Quand il en trouvait une, il la suivait pour voir dans quelle boutique elle entrait. On a pu rassembler des éléments de preuve permettant de démontrer que c'était sans doute à cet endroit qu'il trouvait ses victimes. Entre juillet 1988 et juin 1989, Spencer aura à répondre à des accusations pour les viols et les meurtres de 4 femmes à Arlington et à Richmond. Bien qu'il ait été impliqué dans le meurtre de Carolyn Hamm et la série de viols commis à Arlington, les procureurs décident de l'inculper seulement pour les meurtres les plus récents. Je n'ai jamais perçu qu'il était le moindrement troublé par ce qu'il entendait en cours. Il était impassible. Fait troublant, l'accusé s'anime quand les procureurs distribuent des photos horrifiantes des scènes de crime. Il voulait voir ces photos. La table de la défense était ici, le banc des jurés était là, et il se penchait pour voir chacune des photos. Timothy Spencer était si pourri que même si j'étais fermement opposé à la peine de mort, pour rien au monde, je n'aurais voulu qu'il puisse s'en sortir et se retrouver en liberté dans les rues. Il était très dangereux. Spencer est reconnu coupable des meurtres des résidentes de Richmond Debbie Davis, Susan Hallam et Diane Cho, ainsi que du meurtre de Susan Tucker à Arlington. L'homme reconnu coupable du meurtre de Carolyn Hamm est gracié et libéré. Spencer est envoyé dans le couloir de la mort, et une question demeure. Comment ce cambrioleur et violeur en série a-t-il pu devenir le plus sadique des meurtriers? C'est ça qui a été le plus difficile. Vous m'auriez parlé de cambriolage, j'aurais compris. Mais des meurtres, je ne peux pas imaginer que mon frère ait pu tuer quelqu'un. C'était un homme en colère, un homme contrôlant. Il voulait contrôler les gens et il détestait les femmes, on ne sait pas trop pourquoi. Ce n'était pas l'aspect sexuel de ses crimes qui lui procurait une satisfaction. Pour je ne sais quelle raison, il nourrissait une colère envers les femmes. Ça s'est intensifié et il est passé à la torture, qui était motivée par la colère. Il exprimait sa colère en torturant ses victimes. On dirait presque qu'ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller sans se faire arrêter. Une fois la victime captive, quand ils savent qu'elle ne peut plus leur échapper, ils veulent faire durer ce sentiment de pouvoir que leur procure le fait de dominer cette personne. Mais d'où venait cette colère si dévastatrice? Timothy Spencer était-il un tueur né? Quelque chose ne tournait pas rond dans son esprit. Quand quelqu'un est malade, il faut le soigner, lui donner des médicaments, le suivre de près. Pour avoir grandi avec lui, je vous l'assure, c'est certain qu'il était malade. On ne voit pas de facteur génétique qui puisse jouer un rôle dans le fait que quelqu'un devienne un meurtrier sexuel. Si la personne est aussi un prédateur psychopathe, on peut certainement dire qu'il y a des facteurs cérébraux. Des régions du cerveau où les pulsions agressives sont freinées et des régions du cerveau où se prennent les décisions d'ordre moral peuvent être atrophiées. On a alors un meurtrier sexuel qui est aussi un psychopathe et il est fort probable que cette personne deviendra un agresseur très violent. Je ne dirais pas qu'il était un tueur né, mais ses pulsions sexuelles perverses étaient sûrement bien enracinées.
combiné à des événements qui se sont produits pendant l'enfance quand il était en plein développement, il était fort probable qu'il allait passer à l'acte. Timothy Spencer a été exécuté au centre correctionnel de Greensville le 27 avril 1994. Ils m'ont demandé si j'y allais, mais je n'ai pas voulu y aller. Je côtoie la mort tous les jours. C'est un moyen légal, mais on tue tout de même quelqu'un. Je ne dis pas qu'il ne méritait pas de mourir. Au moins, il ne pourra plus tuer. Mais je ne suis pas vraiment en faveur de la peine de mort. Ce jour-là, oui, j'étais là. C'était sa dernière journée sur cette terre et ils nous ont dit qu'il nous restait 2 minutes pour lui parler. C'est étrange quand on pense qu'il était parfaitement en santé. Ils ont presque dû nous arracher l'un à l'autre. Je me souviens de la journée de son exécution. C'était une journée très étrange pour moi. Je n'ai pas été capable de parler à qui que ce soit. C'était lourd. Je pensais à mon ami. Pour la plupart des gens, les crimes de ce tueur sadique sont choses du passé. Mais les proches des victimes ont du mal à oublier. Pour être capable de faire ce qu'il a fait, pour arriver à tuer mon ami de façon aussi sadique, il faut vraiment être un monstre. Il était le mal incarné, une personne extrêmement malfaisante. Il était sans l'ombre d'un doute la pire personne que j'ai rencontrée au cours de mes 25 années de carrière dans ce genre d'environnement. Il y a des nuits où je rêve à lui et j'aimerais le serrer dans mes bras, mais il n'est pas là. Il n'est plus là. Après ce genre de rêve, 9 fois sur 10, je me réveille en pleurant. Il a fait ce qu'il a fait, c'est évident, et on ne peut rien effacer. On est tous des victimes de ces crimes. La vie continue, mais c'est un combat de tous les jours. Je suis certain que c'est aussi très difficile pour les familles des victimes. On est tous perdants dans cette histoire.